À nous les petites Anglaises. Rallye de Monte-Carlo, victoire 100% française. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce n'est pas encore le retour à la guerre froide, mais il y a des mots dans l'actualité ce soir qui vous rappelleront les pires moments de la tension entre Washington et Moscou. C'est Ronald Reagan qui a ouvert le feu la nuit dernière dans sa première conférence de presse en qualifiant les soviétiques de menteurs et de tricheurs. Il y a une heure, l'agence TASS répondait, M. Reagan a parlé de manière indigne de l'URSS. Il a déformé l'esprit de notre politique internationale. Écoutons donc les deux parties, à commencer par le président américain, pour qui la détente n'a été qu'une voie unique, utilisée à ses propres fins par l'URSS. Now, as long as they do that, and as long as they at the same time have openly and publicly declared that the only morality they recognize is what will further their cause, meaning they reserve unto themselves the right to commit any crime, to lie, to cheat, in order to attain that, and that is moral, not immoral. And we operate on a different set of standards. I think when you do business with them, even at a détente, you keep that in mind. Il aura fallu une vingtaine d'heures aux soviétiques pour répondre aux accusations de Ronald Reagan. Le président américain, dit l'agence TASS, s'est permis des déformations préméditées de notre politique. À Moscou, Patrick Desplanques. L'agence TASS a réagi violemment ce soir aux déclarations du président américain Ronald Reagan, qui a accusé hier l'URSS d'être prête à tout pour dominer le monde. Le président des États-Unis a parlé de manière indigne de l'URSS, écrit l'agence soviétique, qui estime également que Ronald Reagan a déformé volontairement les buts et le caractère de la politique internationale soviétique. L'agence TASS reproche également au président américain d'avoir accusé l'URSS d'utiliser la détente comme une voie à sens unique pour atteindre ses propres objectifs. La paix, affirme enfin l'agence soviétique, est nécessaire dans une mesure égale à tous les hommes, à tous les pays de la Terre. Tout le monde ne souhaite pas voir le feu couver à nouveau entre Moscou et Washington. Les plus inquiets sont peut-être les Allemands de l'Ouest. Visiblement, Helmut Schmidt cherche à calmer le jeu. Il fut le premier à réagir. Pour lui, il faut continuer la coopération avec les pays de l'Est. À Bonn, Michel Mayer. Nous sommes prêts à poursuivre notre coopération avec l'Est et plus spécialement en matière de contrôle et de limitation des armements. Notre principe est en effet le respect de l'équilibre entre l'Est et l'Ouest. Nous opposerions de sérieuses réserves à une autre philosophie. C'est en substance et avec citation américaine à l'appui que Helmut Schmidt a redéfini l'attitude de son pays au lendemain de déclarations américaines que l'on juge ici à Bonn un peu appuyées. Schmidt craint en effet une relance de la course à la puissance militaire dont l'initiative viendrait aussi d'une Amérique, disons, revirilisée. Ainsi, cette déclaration d'aujourd'hui à Bonn, devant le Bundestag, se veut une sorte de signal codé à l'adresse de l'Américain Ronald Reagan. Helmut Schmidt, chancelier d'un pays à la jointure, à la soudure entre l'Est et l'Ouest, préfère en effet privilégier le dialogue aux imprécations et la fermeté à toute provocation verbale. Georges Portoli, voilà des mots qu'on a un petit peu perdu l'habitude d'entendre et on est assez loin de la détente, comme dit Ronald Reagan. On est tout à fait loin de la détente, ce qui ne veut pas dire évidemment que les Russes et les Américains vont échanger demain les bombes nucléaires, ce qui peut vouloir dire en revanche, et c'est un des dangers de la situation, qu'ils peuvent se lancer de nouveau dans une course aux armements plus effrénée que jamais pour se trouver en situation de supériorité l'un sur l'autre, si j'ose dire. Enfin, ils vont essayer de marquer des points, et il y a beaucoup de façons de marquer des points. On le voit en ce moment en Amérique centrale où M. Reagan essaie par tous les moyens de refouler tout ce qui pourrait ressembler à une progression du castrisme. Et on le voit, semble-t-il, dans le camp socialisme où M. Brejnev resserre les boulons, si j'ose m'exprimer ainsi, en menant une guerre extrêmement dure, une opération extrêmement dure de tous les éléments dissidents à l'intérieur même de l'URSS. Ça pourrait être aussi le cas demain en Pologne où les dirigeants soviétiques pourraient être tentés d'éliminer, toujours dans l'esprit nous resserrons les boulons, d'éliminer tout ce qui peut ressembler à du laxisme, à du flottement, n'est-ce pas?
Donc, il est évident que M. Reagan, en se lançant dans le jeu qu'il joue, a devant lui une partie très serrée. D'autant plus serrée que ses alliés ne colleront pas nécessairement à sa politique. Vous venez d'entendre la façon un peu sèche dont le chancelier Schmitt a tout de suite pris ses distances. Et à Paris, il n'y a pas de réaction officielle encore pour l'instant? Non, il n'y a pas de réaction officielle. On peut tout de même se rappeler que mardi soir, sur Antenne 2, le président Giscard d'Estaing avait appelé les hommes d'État internationaux à la retenue, ce qui était tout de même une façon de se situer dans la situation actuelle. Et puis, je peux vous dire que le président français vient de téléphoner il y a moins d'une heure au chancelier allemand, chancelier Schmitt, et ils ont vraisemblablement parlé de la situation politique nouvelle, car elle est nouvelle, qui prévaut entre Washington et Moscou. Et je pense qu'il va en reparler beaucoup la semaine prochaine, quand le chancelier Schmitt sera à Paris, car il serait, à mon avis, logique qu'entre Washington et Moscou, entre ce qui peut ressembler à un regain de la guerre froide, et bien ceux qui sont au milieu, c'est-à-dire les Français et les Allemands, resserrent vraiment leur coopération politique entre eux. Après la guerre des mots, la guerre économique, et là je vais surtout parler de l'offensive des Japonais en Amérique et en Europe. Hier, je vous annonçais que le constructeur Nissan ne faisait pas les choses à moitié en créant au Pays de Galles une usine qui pourrait produire 200 000 voitures dans 5 ans. Et Nissan envisage d'exporter la moitié de sa production britannique dans la CE. À Londres, Maurice Werther. Outre le grand projet automobile, les Japonais sont déjà fortement implantés en Grande-Bretagne, surtout bien entendu dans l'électronique grand public. Hi-Fi, radio, télévision. Exemple, en 1979, ils ont fabriqué 670 000 récepteurs de télévision, soit un tiers du marché britannique. À l'objection selon laquelle l'usine Datsun sera un cheval de Troie industriel en Europe, les Anglais répondent que 80% du produit fini, automobile, sera fabriqué en Grande-Bretagne ou dans le reste de la communauté européenne. Ce qui les intéresse avant tout, au moment où le nombre de chômeurs approche 2,5 millions, c'est la création d'emplois. Au point que les régions se disputent déjà la future usine. Exemple, l'Écosse, région de grand chômage. Mais le Daily Mail, Paul Thatcher, force la note en annonçant 35 000 emplois nouveaux. Au mieux, l'usine Datsun emploiera 4 ou 5 000 ouvriers, car la productivité japonaise y sera implantée elle aussi, et elle est presque le double de l'anglaise. Un ouvrier japonais fabrique 40 voitures par an, un Anglais en fabrique 25. C'est toute la différence. Cette implantation japonaise en Grande-Bretagne n'est pas un cas isolé. Les industriels nippons font en ce moment, on vous le dit souvent, une percée spectaculaire sur certains marchés européens, ce qui explique que certains pays menacent périodiquement de fermer en partie leurs frontières aux automobiles japonaises. Philippe Sassier. À travers l'automobile, on peut mesurer l'insolente vitalité d'un pays qui, sans pétrole et sans matière première aucune, est en passe de devenir la deuxième puissance économique du monde. Il y a 20 ans, le Japon n'était qu'un modeste artisan qui fabriquait à peine plus de 150 000 voitures de tourisme. L'an passé, c'est à un rythme de mitrailleuse que 7 millions de petites japonaises sont sorties des chaînes de montage. Le Japon est ainsi sacré premier constructeur mondial, loin devant les États-Unis. Avec la hausse du pétrole, la sobriété rageuse a eu raison des chromes étincelants et des 8 cylindres puissants et silencieux des belles américaines. En 2 ans, leur production a chuté de 4 millions. Maintenant, on le sait, c'est au tour des Européennes de trembler sur leurs 4 roues après un quart de siècle de croissance sans précédent. En 1955, 3 millions d'automobiles roulaient sur les routes françaises, il y en a 20 millions aujourd'hui. Mais pour la première fois dans son histoire, l'industrie automobile française a eu des ratés l'an passé. Sa production et ses exportations ont reculé et 1981 s'annonce encore plus difficile, plus noir. La bataille devient féroce, aujourd'hui entre Européens et Japonais, demain avec les Américains qui investissent à tour de bras. Il s'agit de vendre à une clientèle qui n'a plus de tigre dans son portefeuille et qui n'en veut plus dans son moteur. Or, dans 5 ans, les Japonais fabriqueront plus de 9 millions d'automobiles, dont plus de la moitié devront être exportés. Ces constructeurs s'installent en Italie, en Espagne et en Grande-Bretagne, mais on ne peut pas leur abandonner l'automobile comme on leur a abandonné les appareils de photo ou les transistors. Entre la production et l'entretien, on estime qu'un Français sur 10 au travail vit de l'automobile. Est-ce la seule raison? Loin de là. Toujours est-il qu'on vient d'annoncer une nouvelle mesure de chômage technique dans l'automobile. 2 jours de plus en février chez Peugeot à Sochaux et chez Citroën à Rennes. La CGT chiffre dans ce dernier cas le manque à gagner à environ 15% du salaire, non pas chez Citroën mais chez Peugeot.
Autre industrie en difficulté, le textile et par voie de conséquence l'habillement. Et pourtant, dans ce marasme, bien des hommes cherchent non pas à se défendre, mais à attaquer, à innover, à inventer. C'est le cas de Mark Miller, 30 ans, fils de tailleur. Il s'est battu, il s'est bien placé même pour exporter dans le monde entier. Et pourtant, les grands de l'habillement n'y croyaient guère. C'est Alain Lubeski qui nous raconte cette histoire humaine. Dans ce décor sinistre d'industrie lorraine agonisante, Mark Miller. Cette région a fini par l'accueillir, c'est là qu'il travaille. Son but, dans 10 ans, fabriquer puis vendre 12 millions de vestes par an en Europe et aux USA. Depuis 7 ans, il travaille pour cela. Au début de l'année, il a racheté une usine en faillite à Dombasle, sauvant ainsi 120 personnes du chômage. Il confectionne ses vestes selon un procédé qu'il a fait breveter dans le monde entier. Suivons l'histoire de l'assemblage d'une veste, suivons en même temps l'histoire de son inventeur. Les deux ne vont pas l'une sans l'autre. Ici, à partir d'un patron, on découpe les matelas, c'est-à-dire plusieurs couches de tissu. Ce sont les pièces de la veste. Mark Miller débute comme styliste modéliste dans une société. Prise de contact avec l'industrie, découverte du marketing, de la fabrication. À cette époque, je prends conscience, dira-t-il, de l'archaïsme de la profession. Il décide de faire mieux, travaille sur des idées, les met au point. Pour un profane, ces innovations n'ont l'air de rien. Pourtant, elles révolutionnent les structures traditionnelles du montage des vêtements. En réalité, il y a deux innovations. Il y en a une dans le concept de matière première. Vous savez, traditionnellement, les vêtements sont faits à partir de 3 composants, les tissus de dessus, les entoilages et les doublages. Bon, j'ai mis au point une nouvelle technologie qui permet d'intégrer dans la matière première les critères d'entoilage et de doublage. La deuxième innovation, en partant d'un tissu donc composite, c'est la structure du produit qui permet de le réaliser dans un temps record, tout en intégrant les critères d'aspect et d'usage traditionnel d'un vêtement, dont la poche intérieure qu'on est couramment habitué à avoir dans une veste traditionnelle. Ces idées sont rejetées par son employeur, il démissionne. Vous voyez actuellement l'assemblage des pièces découpées tout à l'heure. Rappelons-le, une opération au lieu de 3, 30 minutes au lieu de 90. Après son premier échec, Mark Miller effectue une deuxième tentative au sein d'un important groupe. C'est un deuxième refus au bout de quelques mois. Suite alors une année de porte-à-porte qui le conduit chez Boussac-Saint Frères. Là, on lui fait confiance. Le produit est lancé. C'est un succès immédiat. Il rachète une usine Boussac-Saint Frères en faillite et fabrique lui-même ses vestes. Objectif de Mark Miller, 1. Créer 1000 points de vente. Il y en a actuellement 450. 2. Développer les exportations. Seul, un dossier sous le bras, son carnet d'adresse dans la poche, il vient de s'attaquer au marché américain. J'envisage de faire fabriquer là-bas sous licence et de pénétrer en force au même niveau que les grands américains. Mais alors comment avez-vous fait? Vous avez tiré des cordons de sonnette carrément? Ah bah je suis allé avec ma collection et puis j'ai tapé des portes, j'ai rencontré des acheteurs de grands magasins, je me suis fait connaître, j'ai recruté des agents sur place à qui j'ai donné des produits et qui vont maintenant me représenter aux États-Unis. Mark Miller a demandé les services d'un cabinet conseil pour améliorer la productivité de l'entreprise. En 1981, le chiffre d'affaires approchera les 20 millions de francs lourds. Il ne veut pas en rester là. Mon ambition, c'est d'être à l'univers de la veste ce que le jean a été à l'univers du pantalon. Vous ne croyez pas que c'est vraiment très ambitieux? C'est très ambitieux, mais si vous voulez, je suis un petit peu moins ambitieux dans la mesure où il s'est vendu 1 milliard de jeans en 1979. Moi, je vais essayer de vendre 500 millions de vestes. Mark Miller ne se prend pas trop au sérieux, mais après tout, pourquoi ne pas souhaiter qu'il réussisse? Pourquoi baisser les bras devant l'invasion des vêtements made in Taïwan, Hong Kong ou made in Tunis? Notre balance commerciale y gagnerait. Et cela se passe donc à Dombasle, en Lorraine. Troisième secteur délicat, en ce moment, le bâtiment. Plusieurs milliers d'entrepreneurs et d'artisans de Bretagne ont manifesté en fin d'après-midi devant la préfecture de Rennes pour demander au pouvoir public de prendre des mesures de soutien. Toujours la hausse pour le dollar, 4,87 francs aujourd'hui à Paris. C'est bien la preuve que les capitaux affluent en ce moment vers les États-Unis. Ils sont attirés par les taux d'intérêt élevés et par la victoire rassurante à leurs yeux de Reagan. Résultat, les plateaux de la balance s'inversent, le marque baisse et Bonn a dû être obligé de démentir des rumeurs de dévaluation aujourd'hui. Même son de cloche du côté de Bruxelles et de Londres. La succession de Monseigneur Marty, selon des rumeurs insistantes, comme on dit en pareil cas, ce pourrait être l'actuel évêque d'Orléans, Monseigneur Lustiger, qui prendrait place à l'archevêché de Paris. Son portrait par Jean-Claude Darigo.
Jean-Marie Lustiger, que l'on voit ici lors de son ordination comme évêque d'Orléans, est né à Paris dans une famille israélite d'origine polonaise. Encore enfant, il est confronté avec la tragédie du génocide juif. Sa mère meurt en déportation à Auschwitz en 1943. Jean-Marie Lustiger se convertit au catholicisme au début de son adolescence. Il entre au petit séminaire de Paris, travaille une année en usine et devient prêtre en 1954. Formé à l'Institut catholique, on le nomme successivement aumônier de la paroisse universitaire, directeur du centre Richelieu jusqu'en 1979, curé d'une grande paroisse de la capitale. Monseigneur Lustiger, qui a 54 ans, possède donc l'expérience du monde étudiant, des universités et de la paroisse classique. Autant de qualités qui, aux yeux de Jean-Paul II, constituent d'importants atouts pour l'attribution d'une responsabilité au plus haut niveau. Les Orléanais l'ont attendu pendant 2 ans. Le cardinal Marty a présenté sa démission d'archevêque il y a 2 ans. Des coïncidences qui ce soir pourraient prendre la lourde prophétie. Mais pour le moment, Jean-Marie Lustiger n'est encore officiellement que l'évêque d'Orléans. Prenez soin de tout le troupeau du Seigneur. Bien, un conditionnel qui devrait donc être bientôt levé. 100 000 cabines téléphoniques en France depuis cet après-midi. Le téléphone français qui a réalisé en 80 un bénéfice de plus de 5 milliards de francs. Les policiers en tenue demandent des moyens accrus. La plupart des accidents mortels qui nous ont touchés, a dit aujourd'hui le secrétaire général du syndicat général de la police, sont dus à des insuffisances criantes en matière d'équipement. Politique, en ce moment même à la Mutualité à Paris, un meeting sur le thème les intellectuels et le PC. Georges Marchais doit y prononcer un discours. C'est une manifestation d'autant plus intéressante que l'on constate depuis quelque temps une lente mais constante dégradation des relations entre le parti et ses intellectuels. Alors, pour mieux comprendre, Patricia Charnelet a interrogé un enseignant de faculté, membre du PC depuis un quart de siècle. Être communiste, c'est se battre, c'est transformer les choses. Être intellectuel, c'est essayer de comprendre. Et je crois qu'on comprend bien les choses que quand on les transforme. Moi, mon problème, c'est les jeunes. C'est le fait d'être enseignant, c'est les jeunes. Et tous ces étudiants que je vois, à qui on dit vous servez à rien, vous êtes rien, etc. J'ai un fils de 13 ans, c'est peut-être pour ça que ça me motive tellement. Je vois qu'ils ont envie de travailler, je vois qu'ils existent, ces gars-là. Et je trouve qu'actuellement, je suis dans une société qui est comme partie en guerre contre eux. D'autres professeurs ont quitté le parti, ceux qu'on appelle les dissidents. Qu'est-ce que vous pensez de ces hommes et de ces femmes qui ont quitté le parti communiste? Si vous voulez, moi je suis pas là pour... chacun prend ses responsabilités. Pour moi, être communiste, c'est prendre ses responsabilités. Chacun les prend. Donc vous admettez qu'on puisse... Attendez. Moi, à la limite, si j'avais quelque chose à dire là-dessus, c'est que je trouve dommage que des gens se soient refusés les moyens d'un combat. Et je crois qu'il faut comprendre à quel point c'est important les moyens de ce combat. Alors justement, certains ont quitté le parti à cause de plusieurs affaires d'actualité récente, notamment celle du foyer de Vitry. Quelle est votre position là-dessus? Écoutez, moi j'ai adhéré au parti à cause de la guerre d'Algérie. Pour moi, l'antiracisme est une donnée fondamentale de notre politique. Et pour moi, d'abord, c'est pas l'affaire de Vitry, c'est l'affaire de mère raciste de Saint-Maur. Donc pour moi, essentiellement, là encore, le parti mène son combat antiraciste. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, personnellement, d'être communiste aujourd'hui? Ce que ça m'apporte, c'est une dimension, c'est ce que je suis. Hein, mais je pourrais vous dire la même chose du fait d'être une femme, du fait d'être une enseignante, du fait d'être une mère. C'est quelque chose de moi, mais ça veut dire, ça m'apporte d'être debout. Ça m'apporte d'être debout dans une société qui veut me mettre à genoux. Et moi, être intellectuel communiste, je crois que c'est ça. Je suis debout et je me bats pour ce qui est vraiment important pour moi. Un attentat à l'explosif hier soir au palais de justice de Paris. Il semble bien que ce soit le Front de Libération Nationale de la Corse qui en soit l'auteur. Par ailleurs, le MRAP, de même que Renouveau Juif, ont condamné l'agression dont a été victime hier soir à Courbevoie le trésorier de l'Ex-FAN, cette organisation dissoute d'extrême droite. Retour à l'étranger avec les suites de la démission du Premier ministre espagnol, Adolfo Suárez, que vous voyez annoncer hier, sa démission. Le parti actuellement au pouvoir, l'Union du Centre démocratique, a désigné Leopoldo Calvo Sotelo comme son candidat à la direction du gouvernement. M. Calvo Sotelo était jusqu'alors vice-président chargé des affaires économiques. Démission également du Premier ministre norvégien tout à l'heure, mais pour raison de santé.
Et puis, en image, cette fois, la situation polonaise, la visite du numéro 1 brésilien à Paris et l'accueil par New York des 52 anciens otages américains. Nouvelle réunion cet après-midi à Varsovie qui pourrait permettre de détendre l'atmosphère après l'avertissement hier du gouvernement. Le leader du mouvement Solidarité, Lech Walesa, face au Premier ministre polonais. Cette fois, on va parler de tout ce qui bouge en ce moment en Pologne. C'est du moins l'intention des responsables de Solidarité, l'accès des syndicats aux différents moyens d'information, la reconnaissance du syndicat paysan, la semaine des 5 jours et enfin le problème de la censure. Grande parade aujourd'hui à New York et sans doute la dernière des grandes manifestations qui saluent le retour des 52 ex-otages américains. La piqueté de parade dont le principe consiste à découper le moindre papier en confetti et en arroser les rues de New York. Opération qui devient de plus en plus délicate au fil des années avec la climatisation des buildings qui empêche d'en ouvrir les fenêtres. Euphorie dans les milieux brésiliens qui entourent leur président en visite officielle. D'abord avec la signature cet après-midi d'accords industriels et commerciaux pour un montant de 4,5 milliards de francs. Ensuite par le bilan de cette visite, qui étonne les Brésiliens eux-mêmes, par l'importance de son chiffre, l'octroi de plus d'1,5 milliard de dollars de crédit. Un violent tremblement de terre aux États-Unis, en Alaska, mais pour le moment pas de victimes. Au Salvador, le chef de l'opposition annonce toujours une prochaine offensive de la guérilla contre le pouvoir en place. La guérilla soutenue aujourd'hui à Paris par plusieurs manifestations. Et je crois que vous jugerez mieux de la situation sur place à travers d'abord ces propos du chef actuel de la junte, propos recueillis par Bernard Benjamin. Donde sectores matan y asesinan por el poder. Y hay sectores de extrema izquierda y de extrema derecha. Y también hay gente que está aprovechando la violencia y la muerte simplemente para obtener privilegios personales. Todo esto es una violencia cultural que es lo que se ha generalizado en mi país. Yo diría que casi podríamos compararlo con la ley de revólver de los Estados Unidos, donde el que tenía la pistola la sacaba más rápido y mataba al contrincante era el que sobrevivía. Et la conséquence de cette violence, elle est ici, à Colomancagua, un petit village du Honduras à 3 km de la frontière avec le Salvador. Ils sont plus de 3000 uniquement ici qui vivent dans les églises, dans le marché, partout où l'on peut s'entasser. Surtout des femmes et des enfants qui ont erré pendant 3, 4, 5 mois dans la campagne, dans les montagnes, pour fuir la terreur des groupes d'extrême droite du Salvador, mais aussi l'état de tension que leur impose la guérilla. Ils arrivent ici épuisés mais heureux. Eux au moins ont réussi à passer la frontière. L'armée hondurienne, et on l'a vu ailleurs dans le monde, a en effet reçu l'ordre de refouler tous les réfugiés chaque fois qu'elle le pourrait. Et pour vous donner une idée un peu de cette situation, de ce drame que vivent actuellement les Salvadoriens, je crois que l'on peut citer 2 chiffres. Le Salvador compte actuellement 4 millions d'habitants. Il y a 100 000 réfugiés à l'intérieur du pays, dans les camps de la Croix-Rouge et de l'Église. Il y en a 100 000 à l'extérieur, au Honduras, au Guatemala, au Nicaragua. Et qui s'en occupe? Beaucoup d'organisations internationales comme la Croix-Rouge, le Commissariat aux réfugiés et comme c'était le cas à Colomancagua, le petit village dont on vient de voir les images, les Médecins du Monde. Ils font un travail tout à fait remarquable. C'est vrai, nous les avons vus, nous les verrons lundi soir. Nous verrons aussi des récits épouvantables que font tous ces gens qui ont fui la guerre. Nous avons même rencontré des enfants de 10 ans qui nous décrivent comment leurs parents ont été assassinés par la garde nationale ou bien par des groupes d'extrême droite ou les sinistres esclaves contre la mort. Ces médecins donc prennent en charge ces réfugiés sur le plan médical bien sûr, mais ils font une tâche beaucoup plus importante qui est celle d'imposer la présence de ces réfugiés sur le sol du Honduras à l'armée hondurienne et d'éviter ainsi, afin d'éviter qu'on les refoule au Salvador et qu'ils retrouvent à nouveau tous les problèmes et toute cette guerre. Oui, ces Médecins du Monde qui ont lancé une opération en avion pour le Salvador, ils ont pour ça besoin d'1 million de francs. Vous pouvez découvrir leur CCP sur cette antenne, donc CCP 11 66 907 pour acheter des médicaments des hôpitaux de campagne. On vous retrouve donc lundi soir dans Question de Temps, notre magazine, pour parler à nouveau du Salvador. Un cri d'alarme de la SPA devant l'inquiétante prolifération de chiens et de chats en France. La Société protectrice des animaux recommande à tous ceux qui se veulent amis des bêtes de stériliser leurs chiens et leurs chats. Il y en a 8,5 millions en France, 2e rang mondial.
Sport maintenant, football, Sochaux-Souris, Saint-Etienne fait la grimace. Le tirage au sort des quarts de finale des Coupes européennes a eu lieu ce matin à Genève. Les Verts rencontreront les Anglais d'Ipswich Town, leader du championnat d'Angleterre. Les Sochaliens seront opposés aux Suisses de Grasshopper de Zurich. Un match difficile pour les Stéphanois. Sochaux est plus favorisé. Rallye de Monte-Carlo maintenant, après une nuit mouvementée qui a vu l'abandon de Jean-Luc Terrier et du Finlandais Mikolas, c'est finalement l'équipage français Ragnotti-Andrier sur R5 Turbo qui a remporté l'épreuve devant Fréquelin sur Talbot Lotus. Une victoire qui consacre le moteur turbo et la dernière année de la régie Renault. Il aura donc fallu que Jean Ragnotti attende sa 10e participation au Monte-Carlo pour remporter le plus beau des rallyes. Certes, il avait déjà inscrit son nom par 3 fois au palmarès, mais c'était en catégorie tourisme. Aujourd'hui, pour cet ancien cascadeur occasionnel, c'est la grande consécration. Une consécration à laquelle il ne croyait pourtant pas avant les 8 spéciales de la nuit dernière. Il n'y avait que 140 km d'épreuve chronométrée sur la dernière nuit et reprendre 3 minutes sur 140 km, même avec une bonne voiture, c'était difficile. C'était très difficile et la malchance de Terrier nous a favorisé. Et malheureusement, il a abandonné dans le premier chrono et ça nous a permis de mener notre course après plus tranquillement. Pour la régie Renault, c'est aussi l'heure de la revanche. Depuis le départ de ce rallye, on disait la pourtant toute récente Renault 5 Turbo, dépassée notamment par l'Audi Quattro à 4 roues motrices, qui, il est vrai, avait dominé outrageusement les 6 premières spéciales du parcours de classement avant de connaître des incidents mécaniques. Notre voiture n'a pas montré encore son potentiel technique véritable et qu'il faudra attendre d'autres rallyes pour tirer une conclusion sur les performances comparées de l'Audi, qui est une voiture extrêmement étonnante, mais de les comparer aux performances de la Renault 5 Turbo, qui certainement peuvent être améliorées. Reste qu'aujourd'hui, le gros vaincu demeure Jean-Luc Terrier sur sa Porsche 911, dont la conception remonte à 20 ans. Sans un accident stupide provoqué par de la neige déposée par des spectateurs inconscients sur la chaussée du col de Turini, il serait vraisemblablement le vainqueur de ce 49e rallye de Monte-Carlo. En conséquence, c'est une fois de plus qu'est posé le problème de la surveillance des parcours spéciaux. Pas tellement souciant, la seule ce serait que, je sais pas, que des militaires viennent passer la nuit dans le Turini et que dans chaque virage, jusqu'à un moment où il y a de la neige sur les bas-côtés, parce qu'ils vont quand même pas des spectateurs, même s'ils sont super inconscients, s'embustrouiller à descendre à 400 mètres ou à 500 mètres sur la route pour remonter de la neige, ou la descendre pour aller la mettre 500 mètres plus bas dans une épingle. Mais ce qu'il faut, c'est qu'ils apprennent à aller à côté, donc il faudrait qu'il y ait des, je sais pas, des militaires ou des gens comme ça qui soient là et qui, jusqu'à l'endroit où on trouve de la neige sur les bordures pour éviter que ces gens ne les remettent sur la route. Enfin, pour l'anecdote, sachez qu'en 1968, Gérard Larousse, en tête du rallye de Monte-Carlo sur Renault, avait dû laisser la victoire à une Porsche à la suite d'un incident similaire à celui survenu à Jean-Luc Terrier. 13 ans après, l'histoire se répète, en faveur de Renault cette fois-ci. Voilà les pronostics maintenant de Pierre Bresse pour le tiercé qui se jouera demain à Vincennes, le prix Sauterne, le 15, le 17, le 12, le 11, le 7 et le 6. La météo, aujourd'hui il a fait beau, vraiment très très beau sur la plus grande partie du pays, c'était assez formidable, les températures étaient relativement agréables pour la saison. Demain, après une matinée très froide et brumeuse, il fera beau, vous voyez, sur l'ensemble du pays. Nous n'avons pas si souvent l'occasion d'annoncer de si bonnes prévisions. Voilà, ce journal va se terminer un petit peu plus tôt que d'habitude. Nous attendions en fait Jean Rochefort qui devait nous parler de la Nuit des Césars qui sera diffusée demain soir sur Antenne 2 en direct. Et puis également du film qu'il doit sortir la semaine prochaine, qui s'appelle Un étrange voyage, qu'il joue avec Camille de Casabianca et qui est un très beau film. Il n'est pas venu. Tant pis. Dernier journal, Pierre-Alain vers 23h avec la chronique hebdomadaire d'Alain Duhamel. Et puis demain, l'invité à l'antenne de midi sera M. Mittner qui est directeur de la météorologie nationale et qui tombe bien puisqu'il fait très beau en ce moment. Il aura de bonnes nouvelles à nous annoncer. Et enfin, à 20h, vous retrouverez, comme tous les samedis et les dimanches, jusqu'à demain, Léon Zitrone. Bonsoir à tous.